La Coupe du Monde 2026 a commencé et l'équipe de Suisse s'est déjà ratée. Déception forcément énorme samedi avec ce match nul 1-1 concédé à la 94e minute contre le Qatar. Une prestation indigne, évidemment, mais sur laquelle je vais essayer de revenir en mettant un petit peu de nuance. Alors il y a trois aspects sur lesquels je vais me pencher dans cette analyse. Le premier, ça va être l'animation offensive, que j'ai trouvé un petit peu trop hétérogène en termes de niveau, en termes de structure. On va parler aussi de l'importance qu'a Brelem Bolo pour cette équipe. Et enfin, on se penchera sur le manque d'intensité défensive que j'ai trouvé criant sur ce match. Et on voyait sans doute le but arriver. Avant de passer aux séquences, sur lesquelles on prendra le temps vraiment d'analyser, peut-être partons avec le point de départ, avec d'un côté les stats et ensuite l'incompo. Alors passons déjà aux compositions d'équipe. Murat Yakin nous a forcément surpris en utilisant ce 4-3-3 avec Denis Zakaria comme latéral droit. Alors évidemment, moi, le premier sentiment que j'ai eu en voyant cette composition d'équipe, c'est que on sort des animations travaillées lors des deux matchs amicaux sur lesquels on est revenu dans la précédente vidéo. Et ça me gêne un petit peu parce que tu travailles des choses qui étaient cohérentes, qui pouvaient être intéressantes et qui en fait ne sont pas utilisées pour le premier match de compétition. Maintenant quand même, dans ces animations travaillées, il y en a quand même une qu'on a gardée, que Yakin a gardée, c'est celle avec ce côté entre Zakaria et Ndoye qui ont quand même une complémentarité assez intéressante sur le côté droit. Alors normalement c'était dans une défense à 3 contre la Jordanie, là ça passe dans une défense à 4 et je trouve ça assez pertinent. Le cas Bichère, pour moi il n'est pas choquant parce qu'on a vu l'impact qu'il pouvait avoir, l'intelligence qu'il pouvait avoir pour l'équipe de Suisse lors des deux matchs amicaux. Alors on l'attendait peut-être pas forcément là. Et là où c'est embêtant, c'est qu'en fait il prend la place de Yohan Manzambi qu'on avait vu titulaire sur les deux matchs amicaux. Et même s'il n'était pas parfait, on a vu l'impact qu'il avait pour l'équipe et la référence qu'il pouvait aussi incarner pour les autres joueurs, dans son mouvement, dans sa mobilité. Et ça a une conséquence, on va le voir ensuite. Côté des stats, on voit qu'il y a une domination qui a été très claire pour l'équipe de Suisse, et ça, il ne faudra quand même pas l'oublier, avec plus de 3,2 XG, c'est quand même pas rien. Par contre, la nuance qu'on va apporter là-dessus, c'est que la deuxième mi-temps, on n'est qu'à 0,80-87 pour l'équipe de Suisse, ce qui est quand même vraiment beaucoup moins que la première mi-temps. Et c'est là où on va pouvoir caractériser la décrépitude de l'équipe de Suisse au fur et à mesure du match. Alors, on va commencer avec ce 4-3-3 qui a été mis en place par Murat Yakin. Alors, la défense à 4, elle est très claire. Et la ligne d'attaque est claire aussi avec Vargas et Ndoye pour entourer Mbolo. Et au milieu de ces deux-là, on a ces trois milieux avec chacun plutôt en 6, Freuler plutôt côté gauche et plutôt Ebicher côté droit. Ce qui doit être intéressant là-dedans, c'est la formation de triangle de chaque côté. Donc avec le latéral, Rodriguez d'un côté, Zakaria de l'autre, l'ailier, Vargas, Ndoye, et le milieu de terrain relayeur, côté gauche ou côté droit, Freuler à gauche et Bichard à droite. Et on doit être dans la formation de triangle, et c'est ça qui doit animer l'équipe de Suisse dans ce match, parce qu'en face, tu as une équipe de Qatar qui est regroupée, on va le voir tout de suite, dans un 4-3-3 très compact à l'intérieur, où c'était pas facile de trouver de la place. Donc là, on va le voir. Là, on voit vraiment la compacité axiale de l'équipe de Suisse et les triangles doivent permettre de créer du mouvement et créer de l'instabilité côté Qatar. On va voir ces triangles se mettre en action, notamment côté droit là, avec Zakaria qui part au poste de latéral et Ibicher qui le trouve. La relais avec Mbolo, une action. Donc là, on a après 20 minutes de jeu. On voit clairement le chemin dans lequel l'équipe de Suisse veut aller. On va revenir un petit peu plus tôt avec côté gauche aussi, comment ça fonctionne avec Freuler, Vargas, Rodriguez. Là, on a un déplacement de Freuler. Et du coup, on va aller à l'opposé pour l'équipe de Suisse, où à droite, ça va se mettre aussi dans la même dynamique, avec Ebicher qui touche le ballon, qui est large, alors qu'il est intérieur, N2 qui vient à l'intérieur, Zakaria. Donc on a ce triangle aussi en mouvement, en action de ce côté-là. Des deux côtés, on a notre triangle qui est en action, et le fait d'avoir passé d'un côté à l'autre, ça permet de profiter aussi, au bout d'un moment, d'une occasion avec le passage dans le dos de Rodriguez. Côté droit, ça fonctionne très bien. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que vraiment côté droit, on a une espèce de mobilité entre Ndoye, Ebicher et Zakaria qui est très complémentaire. Ils se comprennent très bien les trois. Ebicher, on l'avait déjà montré dans la précédente vidéo sur la préparation, il s'adapte beaucoup à ses partenaires et ça marche. Et puis on avait aussi montré qu'entre Zakaria et Ndoye, il y avait une forme de complémentarité. Donc là, au lieu d'avoir une forme de complémentarité à 2, on a une complémentarité à 3, ou 3 joueurs qui se complètent, toujours un à l'intérieur,
toujours un sur la largeur et de la mobilité presque constante entre ces trois-là. Et ça permet de créer des occasions. Là, on le voit avec Endoy qui vient à l'intérieur. Bref, ça bouge. C'est très mobile, vraiment mobile. Il n'y a pas de position fixe à ce moment-là. Donc, on obtient une touche. Ce qui est intéressant, c'est que dans la continuité de cette touche, on va avoir le penalty du 1-0 qui va être marqué par Embolo et Bichère sur le côté, Zakaria à l'intérieur, Zakaria qui centre, la remise d'Embolo et donc la faute sur Freuler qui là se projette très bien pour aller obtenir ce penalty qui sera donc transformé par Embolo. Autre séquence ici où on voit le mouvement des Bichères. Les trois jouent ensemble, c'est complémentaire et on se connecte. Donc les trois fonctionnent vraiment très bien ensemble côté droit. Et là, il faut quand même le valoriser, ça c'est important. Côté gauche, on a aussi un petit peu de mouvement, mais c'est un petit peu plus statique déjà. Et là, c'est Vargas qui va devoir aller dans le duel. Autre exemple d'action là, où je trouve que c'est vraiment trop statique. Là, Vargas va recevoir le ballon, Rodriguez ne bouge pas, il ne vient pas en soutien, Freuler est assez passif à l'intérieur. Bref, il n'y a pas de déséquilibre qui est créé par ces trois-là. C'est vraiment Vargas va dans le duel, essaie de trouver une solution, et on verra bien ce que ça donne. Et ça a quand même été une constante sur toute cette première mi-temps où Vargas est très esselé côté gauche. En fait, il est très peu accompagné. Alors ça, c'est aussi par son jeu qui est moins un jeu de mobilité, mais plus un jeu de je reçois le ballon dans les pieds, je vais fixer mon vis-à-vis et créer un contre 1. Mais du coup, ni Rodriguez ni Freuler ne sont vraiment d'un soutien énorme pour lui faciliter la tâche. Et là, on voit très bien, il y a un 2 contre 1. Alors Rodriguez arrive d'un petit peu loin, mais Vargas est tout seul contre deux défenseurs qataris. Et le succès de Vargas sur ce match, c'est qu'il va quand même obtenir pas mal de situations. En tout cas, de coups francs, de fautes. Autre séquence ici. Alors déjà, on ne va pas se focaliser là-dessus, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en première mi-temps, on a quand même une transition défensive, un pressing à la perte qui fonctionne pour l'équipe de Suisse, qui lui permet vraiment de passer du temps dans le camp adverse, de s'y installer. Et ça fonctionne bien. Du coup, la Suisse a une séquence de possession haute ici. Et pour animer le côté gauche, la Suisse, de quoi elle aura besoin? Eh ben de Michel Ebicher, qui va prendre un petit peu le rôle de Yohan Manzambi sur le premier match, en allant se connecter au ballon, peu importe où est le ballon, bougeant avec le ballon. Et là, il vient côté gauche, créer un surnombre côté gauche, et ça permet de créer du mouvement. On a vu l'appel de Rodriguez, Ebicher qui est touché, ça change un petit peu la donne quand même. Et il va le faire plusieurs fois dans cette première mi-temps, venir créer le surnombre. Là, on le voit, connecté, il vient dans la zone du ballon, et du coup, il y a du mouvement qui se passe, et il peut, lui aussi, aller amener des occasions. Le focus que je veux mettre sur cet aspect, c'est que côté droit, on a une dynamique qui fonctionne, une mobilité entre les trois joueurs impliqués, même si à un moment Endoy et Vargas ont aussi changé de côté, mais une dynamique de départ entre les trois joueurs impliqués, donc Zakaria, Ebicher et Endoy, qui fonctionne très bien, qui est très complémentaire, qui crée du déséquilibre chez l'adversaire. Et ça, on va pouvoir le voir par deux aspects. Le premier, c'est que Freuler, qu'on a côté gauche ici sur la touch map, les zones où il a touché des ballons, on voit que côté gauche, il est actif, un peu côté droit, mais bref, il a aucune zone forte, alors qu'Ebicher, qui est le schéma de droite, il est très actif sur le côté droit, il touche beaucoup de ballons dans la zone côté droit, donc il vient vraiment créer ce surnombre presque constamment côté droit. Autre chose qui peut être intéressante, ce sont les positions moyennes de l'équipe de Suisse, où là, très clairement, on voit qu'Ebicher est très proche de Zakaria et d'Endoy, donc ça veut dire vraiment que les trois bougent beaucoup dans la même zone et c'est compliqué de trouver une position moyenne d'un des trois, alors que côté gauche, c'est beaucoup plus fixe, avec Freuler d'un côté, dans sa zone, Vargas dans sa zone, Rodriguez dans sa zone, et ça bouge beaucoup moins. Et de fait, la Suisse va beaucoup plus passer côté droit que côté gauche, comme on le voit sur la heatmap qui est à droite de l'image ici. Et donc, l'impact de Freuler, pour moi, il n'est pas assez important dans cette idée de déséquilibre que la Suisse veut amener sur les côtés. Et on voit l'impact qu'il peut avoir s'il se comporte un petit peu comme Ebicher, alors peut-être dans un style un petit peu différent, mais s'il se comporte un petit peu comme Ebicher, bah tout de suite, ça peut créer du danger chez l'adversaire. Et ça va être le cas avec l'action de la 51e, où il fait son appel ici. Alors ok, c'est pas lui qui va créer directement l'action, mais il amène l'action, et ensuite Ebicher frappe, sauvetage devant la ligne. Mais c'est la plus grosse occasion suisse au-delà de ça. En deuxième mi-temps, c'est plus l'animation globale offensive qui est à revoir et qui est problématique. Alors, déjà, d'un point de vue technique, on voit cette passe de Xhaka qui finit en touche. Donc, ça donne déjà une indication de ce qui ne va peut-être pas aller. Mais au-delà de ça, pour moi, c'est le manque d'appel de course qui va être évident sur cette deuxième mi-temps. On va avoir une équipe de Suisse statique. Mais vraiment statique dans le sens où elle attend le ballon dans les pieds
et elle crée beaucoup moins de courses, beaucoup moins de mouvements, beaucoup moins de déplacements, ou alors ça se fait d'une manière beaucoup trop lente pour créer de l'imprévisibilité chez son adversaire. Sur cette longue séquence-là, il se passe quasiment rien. Il faut quand même se rendre compte qu'il ne se passe quasiment rien. Et on voit le manque de rythme, alors qu'on est au début de la deuxième mi-temps, ça donne déjà une indication qui est vraiment pas positive sur ce qui va se passer. Et là, on voit clairement les zones qui ne sont pas occupées. Zones de profondeur qu'on n'utilise pas, que ce soit à droite comme à gauche, où il n'y a pas de course, pas d'appel, des choses qui pourraient être gratuites, qui ne vont pas forcément être servies immédiatement, mais au moins qui pourraient permettre à l'équipe de Suisse de créer du déséquilibre chez son adversaire. Et là, on ne les a pas. Et on fait qu'une possession un petit peu en U, on passe de droite à gauche, de gauche à droite, mais aucun appel qui permet vraiment de créer des différences. Sur cette action, la différence, elle va venir de Zakaria qui amène quelque chose avec son centre qui n'est pas idéal derrière. Globalement, on a vraiment un déficit d'activité et de course dans cette deuxième mi-temps. Et ça va être symbolisé aussi offensivement par le nombre de ballons touchés dans la surface. L'équipe de Suisse touche 40 ballons dans la surface sur l'ensemble de la rencontre. Sauf que sur ces 40 ballons, il y en a 29 en première mi-temps, 11 en deuxième mi-temps. La différence pour moi, elle est vraiment colossale. Elle dit au moins quelque chose dans la différence d'activité et de créativité sur cette deuxième mi-temps. Alors, Yakin va essayer d'y remédier en amenant des forces fraîches. Rieder, Manzambi à la place de Ndoye en l'occurrence, Rieder à la place d'Ebicher, et ensuite ce sera Amdouni à la place de Vargas. Ça ne va pas créer beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus d'appels, mais au moins ça va créer de la créativité dans des petits espaces où on va pouvoir avoir une Suisse qui combine. Et les occasions, on les a avec par exemple Rieder là, qui élimine. Alors l'action ne va pas au bout, mais on voit qu'il y a déjà un peu plus de créativité technique aussi à l'intérieur du jeu. Là, ça va venir de Manzambi à l'intérieur, qui dézone, parce que c'est son jeu aussi de dézoner, et qui va amener une passe qui aurait pu être potentiellement décisive pour Mbolo, ou encore amener une frappe ici sur cette situation-là, parce que ça combine bien avec Amdouni, Xhaka et donc ensuite Manzambi qui peut aller frapper. Si on résume l'animation offensive de l'équipe de Suisse, on a une volonté d'avoir des triangles d'une part et d'autre du terrain, à gauche, à droite. À droite, ça fonctionne bien parce que Zakaria, Ndoye et Ebicher combinent bien, bougent beaucoup ensemble. À gauche, un petit peu moins parce que Freuler est moins impliqué, parce que Rodriguez est moins mobile, parce que Vargas recherche beaucoup le 1 contre 1. Donc déjà, on a un déséquilibre au départ. Un déséquilibre auquel peut-être Manzambi aurait pu remédier parce qu'on a vu son activité et la capacité qu'il a à se connecter, à bouger tout le temps en fonction du ballon sur les matchs amicaux. Là, le fait de ne pas l'avoir, à gauche, on a manqué d'un poids, alors qu'à droite, ça fonctionnait plutôt bien. Ça, c'est la première chose. Première mi-temps, déséquilibre, hétérogénéité entre le côté gauche et le côté droit. Deuxième mi-temps, là, on a les deux côtés qui sont dans la même dynamique, avec beaucoup moins d'activité globale, d'un côté comme de l'autre. Et ça fait que la Suisse est quand même très statique et crée beaucoup moins de situations d'imprévisibilité chez son adversaire par son manque de mobilité, son manque d'appel. Peut-être qu'il y avait la chaleur là-dedans qui avait un rôle à jouer, je peux l'entendre. Peut-être qu'il y avait aussi une question de choix. Et finalement, c'est quand il fait rentrer Rieder, Manzambi, Amdouni qu'il crée un petit peu plus de choses, mais moins dans une idée de mouvement, mais plus dans une idée de combinaison et de créativité à l'intérieur du jeu. Et je pense qu'on a perdu cet équilibre-là, que l'équipe de Suisse a perdu cet équilibre-là au moment où Ndoye sort pour Manzambi. Du coup, on a que la créativité, mais plus les courses, les appels qu'il pouvait y avoir avant. Que Ebicher pouvait faire aussi, et que Zakaria peut-être fait un petit peu moins à un moment. Maintenant, j'ai quand même envie d'apporter de la nuance, dans le sens où pour moi, il y a vraiment un point positif, c'est l'importance et l'impact qui est très clair de Brelem Bolo. Il faut quand même se rappeler que Brelem Bolo n'était pas là contre l'Australie pour le deuxième match amical, qu'il était là contre la Jordanie, sur lequel il pesait beaucoup. Contre l'Australie, il manquait quand même quelqu'un pour combiner, pour fixer, pour peser sur les défenses. C'est vraiment là l'avantage principal d'avoir Brelem Bolo, c'est qu'il pèse beaucoup et ça facilite aussi les relations, les combinaisons dans des espaces qui sont parfois réduits. Et on voit à quel point il a pu être précieux, par exemple dans cette action, où c'est lui qui la remet à Zakaria. Et donc, très globalement, en fait, là où je veux mettre le doigt, c'est qu'Embolo a été hyper important pour tout ce qui est relation avec les autres, dans sa capacité à faire des assists pour ses coéquipiers. Il pèse et il crée des espaces dans lesquels ses coéquipiers peuvent s'engouffrer. Et en plus, dans ce match-là, il arrive à les servir. Et Brelem Bolo a touché très peu de ballons. Je crois qu'il a touché une vingtaine de ballons. 21 ballons au total sur le match. Beaucoup aux abords de la surface, mais surtout sur ces 21 ballons, il y en a 5
qui sont des dernières passes avant des tirs. Il aurait pu sortir avec 1 ou 2 assists. On voit dans ce match à quel point Embolo crée des espaces pour les autres, à quel point il crée des occasions pour ses coéquipiers. Là, c'est Ndoye. On va en avoir plusieurs. Là, c'est celle d'Ebicher qui est sauvée sur la ligne, avec beaucoup de défenseurs entre les deux. Encore une autre où là, il va vraiment peser sur la défense et créer une situation presque tout seul. C'est dommage que ça donne rien de concret derrière parce que Rieder ne sent pas vraiment l'action. Pendant tout ce match, il a vraiment cet impact-là pour son équipe. Donc moi, j'ai vraiment envie de valoriser le match de Brel Embolo contre le Qatar, surtout dans un match comme ça où il y a peu d'espace. Évidemment, on va peut-être pouvoir lui reprocher de ne pas se créer d'occasion. C'est vrai, il s'est très peu créé d'occasion au-delà de son penalty. Mais qu'est-ce qu'il en a créé pour les autres? Et on peut pointer le manque d'efficacité d'Embolo, mais ça n'a jamais été son jeu vraiment, son efficacité. Par contre, moi j'ai envie de pointer le manque d'efficacité de Ndoye, de Ebicher, de Vargas, qui eux ont des vraies occasions qui sont créées par Embolo. Et c'est peut-être là la nuance à apporter. Ok, Embolo n'est pas un top 9 mondial, mais dans la dynamique collective de l'équipe de Suisse, il a un poids qui est essentiel, une importance qui est vraiment essentielle pour ses coéquipiers. Maintenant, ses coéquipiers doivent aussi être capables de marquer des buts. Et ça peut surtout avoir un impact, sachant que défensivement, l'équipe de Suisse n'a pas été impériale sur ce match contre le Qatar, et presque le 1-1, on pouvait le voir venir. Ce qui m'a surtout frappé dans ce match de l'équipe de Suisse, c'est le manque d'intensité globale qui est mis sur le porteur adverse. Alors, il y a très peu qui est créé par le Qatar. En première mi-temps, il n'y a qu'une seule véritable situation, une occasion, mais je trouve qu'on distingue déjà cette forme de passivité qu'il peut y avoir sur le porteur. Moi, ce qui m'a gêné, et puis on va revenir un petit peu avec ce qu'on avait évoqué la semaine passée, c'est l'aspect du pressing. La Suisse, on sait, veut enfermer, est assez orientée individuelle sur le reste du terrain. Mais là, on voit sur cette séquence-là qu'elle n'y va pas assez. Et puis en fait, elle est mise en danger dès qu'il y a une balle longue, dès qu'il y a des duels, des deuxièmes ballons. Là, elle est mise en difficulté et ça crée très vite des situations pour son adversaire. Et c'est vraiment quand même trop facile d'éliminer le pressing de l'équipe de Suisse. Et ça, c'est un point inquiétant. Autre point inquiétant, l'intensité. Là, donc, la Suisse perd la balle dans le camp adverse. Elle a 3 joueurs dans la zone du ballon, 4, 5 si on regarde même derrière dans le deuxième cercle. Mais dans le premier cercle, donc vraiment ceux qui sont capables de réagir immédiatement à la perte du ballon, il n'y a pas une intention de récupérer le ballon assez forte. C'est très passif, c'est très attentiste, et finalement, c'est trop facile de sortir de ce pressing-là, de ce contre-pressing-là. Et derrière, on a une Suisse qui est déséquilibrée, qui est en retard sur toutes les actions. Et là, alors j'ai accéléré la séquence, mais ça va vite, mais elle a tout le temps du retard. Et trop facilement, alors que c'est une perte de balle haute, on arrive dans la surface de l'équipe de Suisse. Peut-être un symbole, ou en tout cas un chiffre, qui peut illustrer ce déficit d'intensité, notamment entre la première et la deuxième mi-temps, c'est qu'en première mi-temps, le Qatar n'était qu'à 59% de passes réussies. Il passe à 78% en deuxième mi-temps. C'est des chiffres qui sont dérisoires, mais on passe d'un chiffre vraiment ridicule à quelque chose qui est un peu plus correct, avec un Qatar qui ose faire des passes. Et vu qu'il ose faire des passes, il arrive à sortir du pressing parce qu'en face, on a une équipe de Suisse qui manque vraiment d'intensité. Et au final, on va sentir venir le but arriver parce qu'il y a un manque d'intensité, déjà là. Et peut-être l'exemple le plus frappant là-dessus, alors que l'organisation est bonne, mais c'est Rieder qui dort. Et donc quand il revient à la distance du joueur, c'est terminé. Et l'action, elle peut se prolonger. Et là, ça va commencer à être inquiétant, c'est vraiment l'activité défensive sur le côté droit entre Manzambi et Zakaria, qui est jamais vraiment assez proche de son vis-à-vis, et on laisse très souvent centrer. Là, ça donne rien sur celle-là, mais il va y avoir plusieurs situations sur le côté droit où Manzambi d'abord va être en retard, où Zakaria va être un petit peu long au départ, puis aussi ensuite. Donc on a des occasions qui arrivent à se créer dans fin de match pour le Qatar, qui commencent à être vraiment dangereuses. Là, Manzambi trop loin de son adversaire, centre qui est possible, et heureusement, à l'opposé, par contre, on a Amdouni qui travaille beaucoup et qui arrive vraiment à avoir un impact sur son adversaire en déviant le centre du latéral qatari. Et là, on arrive sur le but où on voit Zakaria et Manzambi qui sont dans 2 contre 2. On peut centrer beaucoup trop facilement. On pourrait aussi parler de Mouhaim à l'intérieur qui subit un petit peu trop l'action. Je crois qu'il y a vraiment un signal d'alarme qui doit être amené par la façon dont l'équipe de Suisse défend depuis le début de cette préparation. Le manque d'intensité qu'elle met
dans ces matchs, mais surtout tout au long du match, est inquiétant. J'ai récupéré un chiffre et je ne sais pas s'il est vrai et je ne voudrais pas lui accorder trop d'importance. La Suisse n'a couru que 99,3 km sur ce match. Il y avait la chaleur, mais c'est pas assez. C'est quand même pas assez pour un match d'intensité de haut niveau. C'est des joueurs qui ont l'habitude de courir plus et on peut vraiment se poser des questions. Autre chose, est-ce que le choix de mettre Manzambi sur le côté était vraiment pertinent de la part de Murat Yakin, le faire rentrer sur le côté? Parce qu'on voit, et on l'avait déjà vu un petit peu contre l'Australie, l'activité défensive qu'il peut avoir sur le porteur, c'est quand même pas assez et c'est peut-être sans doute une marge de progression importante pour lui pour vraiment devenir un joueur encore plus complet. Peut-être il faut lui donner cette liberté en le mettant à l'intérieur du jeu, en le faisant courir un petit peu partout, mais sans avoir une rigueur extrême, même s'il doit défendre, et c'est vraiment capital qu'il défende de manière intense, mais sans lui donner une rigueur extrême, qui pourrait y avoir sur les côtés, surtout si on a une équipe qui n'est pas prête à subir des centres. Donc ça, c'est une question qu'il va falloir se poser. Et il y a aussi tout l'aspect du pressing qu'on a déjà évoqué la semaine passée et qu'on a encore vu cette semaine. Il y a un manque d'intensité et d'organisation, en tout cas de rigueur globale. Et je ne suis pas sûr que ce soit dû aux entrants, comme a pu le laisser entendre Granit Xhaka. Je pense que c'est quand même une attitude globale qui ne va pas. Alors peut-être qu'il faut plus se concentrer sur l'aspect offensif, et on voit qu'il y a des marges de progression. C'est un petit peu ma conclusion, c'est qu'à la vue de ça, je me dis que la Suisse doit vraiment penser à créer, à bouger et à créer. Et pour créer, elle doit avoir des joueurs créatifs. Et en l'occurrence, peut-être que Manzambi devient encore plus essentiel désormais quand on voit le déficit de créativité, le déficit d'activité de certains joueurs. Maintenant, il y a quand même des animations qui ont fonctionné dans ce match. Et je pense que le côté Zakaria Ndoye, c'est peut-être important de le garder, de le conserver, parce qu'on voit qu'il y a une complicité qui se crée entre les deux. Maintenant, il faudra trouver côté gauche quelque chose qui fonctionne aussi bien, sans déséquilibrer totalement l'équipe. Est-ce qu'il faut passer à 3 ou à 4? Pourquoi pas Zakaria à 4 à la rigueur? Il faut vraiment que Murat Yakin pense à optimiser au maximum son animation. En l'espèce, il faudrait peut-être éviter le changement constant, la surprise pour l'adversaire, mais aussi pour son équipe. Toutes ces réponses, on les aura après le match contre la Bosnie, qui aura lieu jeudi à 21h. On se retrouvera en fin de semaine pour en discuter. En attendant, n'hésitez pas à commenter, à faire vos critiques, vos remarques en commentaire. J'essaye de répondre le plus souvent possible, de rentrer dans le débat aussi, dans la discussion. Je pense que c'est important. Et je vous remercie de tout le soutien que vous m'avez déjà accordé après la première vidéo. Allez, à bientôt!